m'appelle Nicolas Baraton, je suis charpentier de métier. J'ai une formation professionnelle dans la charpente traditionnelle. J'ai travaillé dans le bâtiment durant de nombreuses années et encore aujourd'hui. J'ai créé une entreprise il y a quelques années. Voilà, j'ai 43 ans. Euh, je dirige un groupe de sociétés actuellement qui est composé pas mal de structures que nous avons rachetées pour une que l'on a créée, une société foncière. Et nous sommes deux associés sur la holding d'acquisition. À 22 ans, j'étais dans une entreprise qui faisait de la charpente traditionnelle. J'étais salarié de cette boîte. Mon patron avait à l'époque 82 ans. Et je lui ai proposé un jour de lui racheter sa boîte. Il m'a dit qu'elle n'était pas à vendre. Du coup, j'ai fait demi-tour et je me suis arrêté là sur l'achat d'entreprise à cette époque. Mais déjà, à cette époque, ça me chauffait bien. Je ne savais pas tout ce que je sais maintenant. Je n'avais pas toutes les connaissances que je peux avoir maintenant. Et du coup, je suis parti. Je me suis associé avec un autre salarié que j'avais en apprentissage avec moi. J'étais son maître d'apprentissage à l'époque. Et on s'est associé et on a créé une structure. Mais déjà, à cette époque-là, ça me chauffait bien de reprendre une boîte. Ça s'est pas fait. J'en serais peut-être pas où j'en suis si j'avais closé cette boîte. Mais c'est quelque chose que j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête jusqu'il y a quelques temps maintenant, où avec un autre associé, eh nous avons discuté sur la reprise d'une société d'informatique. Et puis, nous avons rapidement discuté comment on le structurait, qui fait quoi et qu'est-ce qu'on avait comme grand pourquoi général. Ça nous a permis de définir des objectifs qui, chacun dans un coin, étaient finalement les mêmes. Et puis, on s'est retrouvé sur ce premier projet, et puis on a enchaîné sur d'autres projets, et on continue d'avoir des études régulièrement qui nous reviennent par notre réseau. On consacre pas mal de temps et d'énergie à l'étude des structures et on déroule un petit peu notre plan comme on l'avait prévu dès le départ. Même s'il n'y a pas de plan de bataille qui résiste à l'ennemi, eh bien, il faut quand même en établir un, on va quand même échafauder des stratégies. C'est notre job au quotidien. On gère un peu la partie opérationnelle dans un premier temps dans les structures qu'on peut reprendre. On fait en sorte de retrouver un peu de sérénité et de calme après le brouhaha de la reprise, parce que chaque entreprise, quand elle est rachetée, eh bien, il y a des anxiétés qui viennent, il y a des peurs qui surgissent de la part des salariés et qui viennent jusqu'à nous, qui se demandent si on va continuer, qu'est-ce qu'on veut faire, pourquoi on est là, pourquoi on le fait, comment on le fait, pourquoi on décide de faire ça, pourquoi on est deux, enfin, etc., etc. Même si les rôles sont bien définis dès le départ entre nous avec mon associé, eh bien, on a toujours ce genre de questions et on essaie de rassurer dans un premier temps, puis de trouver les compétences en interne pour diriger l'entreprise après notre départ, entre guillemets, notre petit départ, parce qu'on n'a pas vocation à être à l'opérationnel toute notre vie. On l'a déjà fait, on n'a pas envie de continuer cette partie-là. Nous, ce qui vraiment nous fait kiffer, c'est trouver des deals, trouver des entreprises, les racheter, les redresser s'il y a à redresser, les optimiser s'il y a à optimiser, et puis faire monter en compétence bien, les gens en interne ou faire intervenir des directeurs depuis l'extérieur, des gens qu'on connaît, des gens qu'on a dans notre réseau, pour que chacun grandisse et que chacun s'épanouisse dans le monde de l'entreprise sans être forcément entrepreneur. Nous, l'entrepreneuriat, c'est notre activité principale et notre challenge quotidien. On adore ce qu'on fait. On passe énormément de temps à discuter sur nos plans stratégiques, sur comment on développe, sur qui on met en place, sur euh, tout ce qu'on a en tête sur la partie commerciale RH, la partie développement, la partie négoce. C'est quelque chose qui est passionnant vraiment. Et on a réussi à intégrer des process, même si nous ne sommes ni l'un ni l'autre des profils à process. Il n'empêche que certains process sont obligatoires dans notre développement. Pour closer une, deux, trois, quatre, cinq, 10, 15, 20 boîtes, 30 boîtes, il faut avoir des process et avoir un déroulé assez simple et assez marqué
pour les fournisseurs, pour les banquiers, pour tous les contacts qu'on peut avoir, pour les cédants aussi. Parce que les cédants, souvent, ils sont à la fois la solution et le problème. Ils sont la solution tant qu'ils sont là. Le jour où ils partent, ça devient un vrai problème. Et ils ne s'imaginent pas en fait qu'on peut reprendre plusieurs structures, qu'on peut optimiser, qu'on peut développer. Pêche un petit peu par, par vanité, par orgueil de temps en temps. La plupart disent mais on est déjà à fond. Alors qu'en vrai, quand ils nous voient un peu comme des extraterrestres, ils se disent mais moi j'ai l'impression d'être à fond et ils font 2, 3, 4, 5, 10 fois plus. Bon, ça ne nous paraît pas exceptionnel. Ça ne l'est pas. Ce qui est vrai, c'est que nous, on a un côté très dézoomé des affaires. Et même si on est dans les petits papiers, même si on a des bornes, même si on remonte toutes les données qui sont intéressantes, que ce soit commercial, tout ce qui est chiffré, tout ce qui est contrat, tout ce qui est ressources, que ce soit humaines ou matérielles, même si on a toutes ces remontées de données, on n'a pas vocation à agir et interagir auprès de tous les salariés en permanence. On le fait dans un premier temps, on rassure, on met quelqu'un en place et puis après on déroule. C'est quelque chose que moi j'ai appris au fil du temps. J'ai mis les mains dans le cambouis pendant très longtemps pour organiser, pour structurer en me disant ben, ce que je fais, je suis seul à savoir le faire. Là aussi, j'ai péché moi aussi par vanité et au final, je me suis rendu compte certaines fois, mais à de nombreuses reprises, je me suis rendu compte que ce que je le faisais bien, mais il y avait des gens qui étaient à côté de moi qui le faisaient mieux, plus vite et qui étaient plus performants et du coup, mon temps était plus utile à faire autre chose qu'à faire, à faire ça. Et ça, c'est quelque chose ça casse un peu la tête, mais qui est passionnant parce que ça permet un développement intellectuel, ça permet un développement d'un groupe, un développement de son patrimoine. Il y a le côté financier, mais il y a le côté aussi, l'intérêt premier de discuter avec les autres, le côté interaction sociale, le côté je fais grandir ceux qui sont autour de moi, c'est beaucoup plus motivant et beaucoup plus intéressant. Après, il y a des conséquences qui sont bah, pour une partie financière et pour une autre partie confort de vie, parce que clairement, on a du temps. Vous voyez, là, je suis en train de faire une vidéo, j'ai largement le temps de faire ça parce que, eh bien, il y a du personnel qui travaille, ils sont 40, 50, 60, 70, peu importe, ils travaillent. Et là, l'avantage d'avoir tout ce personnel qualifié et bien structuré, c'est que nous, on peut faire du développement, on peut faire des vidéos, on peut faire autre chose. On peut réfléchir et penser à notre développement stratégique et intellectuel, et ça, c'est juste génial. On a constitué le groupe, la société d'acquisition l'a constitué en 2021 à l'issue de contacts qu'on a eus dans le Mastermind Empire, où on a rencontré bah, des personnes qui faisaient ça, dont c'était le métier de reprendre des entreprises. Arrivé à un croisement de nos vies, on avait besoin de se réorienter vers quelque chose de plus intéressant. On a eu des échecs. Le gros avantage là-dedans, c'est que moi, je vais tester des choses qui ne marchent pas. Je peux dire ce qui marche, mais je peux surtout dire ce qui ne marche pas et ce qu'il ne faut pas faire. On a fait des tentatives d'approche auprès de plusieurs boîtes. On est allé jusqu'à des audits, on est allé jusqu'à bien dépenser des sommes assez conséquentes pour certaines parties totalement perdues, sans closer les entreprises. Mais si ça ne s'est pas fait, c'est que ça ne devait pas se faire. Puis on est arrivé à un moment où on a réussi à aligner un peu des planètes. On a closé deux boîtes en 2 jours, une le 1er juin et une le 2 juin, et puis une autre 3 mois après. C'est quasi improbable, mais pour autant, ben, on l'a fait. Je pense qu'on est allé très lentement en plus dans ce qu'on a fait. On aurait pu aller beaucoup plus vite. Ça, c'est assez marqué chez nous parce qu'on se rend compte qu'en étant sélectif et en étant précis dans la demande, eh bien, on est précis aussi dans ce qu'on trouve et dans ce qu'on fait. Et finalement, closer une première boîte en 12 mois, ça a été complexe. Une deuxième en moins de 6 mois, ça a été beaucoup moins complexe. Et la dernière en 3 mois, ça a été hyper simple. Et on se dit que potentiellement, on peut encore réduire un petit peu, même si c'est pas le challenge du moment, ça peut en être un. Et c'est en tout cas une petite compétition qu'on a avec mon associé. On se dit, allez, OK, la prochaine, on la fait en combien de temps? Donc, on en a trois actuellement qui commencent à constituer un groupe assez intéressant. Il y a 80 personnes employées dedans.
Ça génère un beau chiffre d'affaires, ça génère de belles marges, il y a des belles optimisations. Il y a des cédants qui prenaient leurs aises dans les entreprises et ils avaient des berlines allemandes, ils avaient des assurances en pagaille, ils avaient des choses énormes qu'on a retraitées. Parce que nous, on n'est pas gourmand sur cette partie-là. On sait que parier sur la main-d'œuvre et parier sur les compétences en interne, c'est parier sur un retour évident dans quelques mois, années. Et dès lors qu'on a initié ça, ben, dans les premiers mois, tout de suite, on a eu des résultats. Et tout de suite, on a des résultats à la hausse. Et c'est assez fort, en fait, de se dire, en quelques mois, on peut trouver une société, une entreprise et la racheter. Parce que beaucoup vont vous dire, oui, on peut trouver une entreprise, il faut 6 mois, c'est faux. Euh, on se pose là tout de suite sur un schéma que je connais plutôt bien. On trouve une entreprise dans les 15 minutes qui suivent, au moins une entreprise dans une zone géographique, un secteur d'activité précis qui va être en vente. C'est très facile. Je sais que ça aussi, ça casse la tête, ça peut paraître lunaire comme discours, mais pour autant, c'est la réalité. Alors, on n'achète pas des entreprises comme on achète une baguette de pain. Et une chose aussi, on n'achète pas full crédit vendeur. Ça existe, très certainement. Tant mieux pour ceux qui le font. Nous, on a tenté du crédit vendeur. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné très certainement de notre faute parce que c'était mal présenté. Et quel est l'intérêt là-dedans d'aller faire du crédit vendeur quand on peut lever de la dette, quelle qu'elle soit? Nous, on a vu un intérêt financier à aller lever de la dette auprès des organismes bancaires. Alors, on avait les garanties derrière. Et de toute façon, le discours de avec 0 € vous pouvez reprendre une entreprise, déjà d'une, c'est totalement faux. Et deux, la crédibilité, elle est pas évidente auprès des banques, elle n'est pas évidente auprès des cédants, elle n'est pas évidente auprès d'un tribunal de commerce si vous voulez reprendre à la barre. De toute façon, il faudra un plan de reprise pour reprendre à la barre. De toute façon, il faudra un peu de fonds pour financer les audits, même sur une entreprise qui est saine et de bonne qualité, où les comptes sont très bons, où l'activité est très bonne. Et il faudra forcément mettre la main à la poche. Donc, nous, on est plutôt sur un schéma qui est très classique, qui est, eh bien, on se fait financer par des banques parce que les projets sont viables et parce qu'on a un vrai projet derrière et non pas un coup de fusil à faire où on est en one shot. Nous, on a comme projet d'acheter des dizaines d'entreprises, donc on a des ambitions qui sont hautes. Du coup, on essaie d'articuler ça de la manière suivante. On va vers ceux qui sont capables de nous suivre sur ces projets-là. Le full crédit vendeur en, en- en très peu de temps et avec zéro apport, eh bien, tant mieux pour ceux qui le pratiquent. Et si ça existe, pratiquez-le si vous voulez, mais c'est sans moi. Et l'effet néfaste de ça, il est que lorsque vous allez découvrir des coûts cachés, parce qu'il y en a, parce que si vous n'avez pas des poches de cash à gauche, à droite, eh bien, ça va mal se passer. Forcément, il y a un moment donné où la banque va pas vous suivre, ou vos fournisseurs ne vous suivront plus, ou vous allez mal dormir et vous allez mal le vivre. Nous, on dort tout à fait bien. On profite du développement des entreprises qui a été fait. Ils ont été faits, ces développements, par les cédants, par la famille des cédants, par les anciens créateurs, fondateurs. On a des entreprises il y en a une qui est centenaire, les autres ont plus de 25 ans d'existence. C'est des entreprises assez anciennes, assez bien implantées sur les marchés pour se permettre d'asseoir une certaine autorité et de ne pas reposer l'ensemble et l'entièreté de la charge sur nos épaules. Ce qui fait que on a du temps pour faire autre chose, on a de l'énergie pour trouver d'autres boîtes et développer. Pour se positionner sur une entreprise, on a défini des critères de départ avec mon associé en disant ce qu'on veut, mais surtout ce qu'on ne veut pas. C'est un choix, c'est pas une orientation et c'est pas du tout parole d'évangile. Mais nous, on va pas sur de l'hôtellerie-restauration, sur de la restauration et sur des métiers de bouche. Pour une bonne et simple raison, c'est qu'on n'a absolument aucune expertise là-dedans et que nous n'avons pas envie d'aller sur ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je dis juste que nous, c'est pas notre truc. Et il y a des très belles boîtes, on a des amis qui reprennent des boîtes dans la restauration, dans l'hôtellerie, et où tout se passe très bien. C'est pas notre domaine d'expertise, du coup, on n'est pas parti sur ces activités-là. Mais hormis ça, on est ouvert à tout. J'entends
on a de l'informatique, on a du bâtiment, on a du bâtiment plus plus. On peut aller sur de l'industrie, on peut aller sur beaucoup de choses, beaucoup de domaines d'activité. On a à l'étude pas mal de choses diverses et variées. Maintenant qu'on a constitué un groupe et qu'on commence à dessiner un peu un profil type de ce qu'on souhaite, en gros, on monte dans la chaîne de valeur, où on s'écarte, on regarde à gauche, à droite les concurrents, on regarde au-dessus nos fournisseurs, on regarde en dessous nos clients, et on voit s'il n'y a pas des entreprises à racheter juste dans ce périmètre restreint. Ça rejoint le sourcing. Comment on source? Très simple. Prenez votre téléphone. Ça, c'est absolument magique. C'est un téléphone. Dedans, on a un carnet d'adresses. Vous envoyez un message à l'ensemble de votre carnet d'adresses. Vous vous assurez que dans la journée, dans les 24 heures, vous aurez forcément le retour d'une personne qui va vous dire: ah oui, j'ai entendu dire que tiens, le salon de coiffure, il est à vendre, que tiens, l'entreprise Intel est à vendre, que Intel va arrêter. C'est ultra simple de sourcer des entreprises, contrairement à ce qu'on peut vous dire. Ceux qui vous diront c'est compliqué, c'est qu'ils ont un service à vous vendre. Moi, je n'ai pas ce service-là à vous vendre parce que je peux vous dire que c'est très facile d'aller sourcer des boîtes. En revanche, comment bien étudier l'entreprise, là, ils ne vont pas vous aider. Moi, je peux vous aider sur ça. Et là, j'ai de la valeur à apporter sur cette partie-là, précisément. Parce que sourcer une entreprise, c'est très facile. Vous faites le tour, et ça m'est déjà arrivé de le faire, vous faites le tour de 2 rues dans un centre-ville d'une petite ville de province, que vous certifiez qu'en ayant fait tous les magasins, tous les commerces, et en ayant posé les bonnes questions, vous aurez au moins une entreprise que vous trouverez à racheter dans le secteur d'activité que vous voulez et dans le secteur géographique que vous voulez. Pour le secteur géographique, moi, je suis resté sur 1 heure et quart, 1 heure et demie de déplacement en voiture. J'habite en province, dans une préfecture d'un département qui est très peu fréquenté, qui n'est pas un département très touristique, où il y a des belles entreprises. On a joué la carte de la confidentialité, pas vraiment, mais plutôt de la discrétion. Et cette carte de la discrétion, en fait, c'est là où sont les plus belles affaires souvent, parce qu'on se rend compte que quand on est dans des centres-villes hyper fréquentés, hyper demandés, les multiplicateurs de BE sont fous, les entreprises partent à des prix de dingue, alors qu'en province, personne ne va y aller parce que c'est pas sexy. Il y a une chose de vrai, c'est que ce qui est sexy rapportera pas autant qu'on peut le penser, et ce qui n'est pas sexy, c'est là où il y a de la marge à aller chercher. Et très honnêtement, si vous voulez gagner du temps, si vous voulez faire des belles choses, il faut aller sur du pas sexy du tout. Il y a des choses qui sont vraiment très basiques. Des entreprises de maçonnerie, des entreprises de couverture, des entreprises. Tout le monde cherche un maçon, tout le monde cherche un couvreur. Les carnets de commandes sont blindés dans l'ensemble des entreprises qui font de la rénovation, d'une manière générale. Après, vous pouvez aller sur de la niche ou de l'ultra niche, mais déjà, juste d'une manière générale, dans la rénovation, on peut toujours trouver une entreprise qui a un carnet de commandes au moins 1 an, voire 2 ans. Et souvent, le cédant, il a plus de 60 ans ou il a plus de 55 ans à minima. Du coup, il y a un sujet à traiter pour lui. Et très souvent, c'est des métiers qui sont ingrats, où on se dit, ouais, mais personne ne veut le faire. OK, pour éviter de, entre guillemets, jouer la carte de, on va sur des sociétés de services avec des princesses à l'intérieur qui vont vous demander des salaires mirobolants et qui vont vous demander tout un tas d'avantages. Et au final, il vous restera peu de marge, vous allez avoir beaucoup de problèmes RH. Allez sur des choses qui sont très simples, très basiques. La simplicité, la discrétion, ça a toujours marché et pour l'instant, ça marche encore. Nous avons des partenaires qui sont fiables, des juristes, des fiscalistes, des avocats d'affaires, des comptables, des experts comptables pour faire des audits. Et ça, c'est une partie qui est importante. Il faut savoir qu'un audit dans notre domaine d'activité, dans ce qu'on fait dans la reprise, c'est pas une fortune. Nous, on a des tarifs négociés, mais il faut compter autour de 15 000 euros, en gros, pour avoir audit, suivi juridique et établissement de toute la structure pour aller jusqu'au débouclage de l'affaire, pour signer l'acte définitif d'acquisition des titres de la société. Cette partie-là, c'est décomposé en 2 parties et qui sont globalement moitié-moitié. Ça coûte aussi cher en audit qu'en accompagnement juridique. L'audit, ça sert principalement à lever les doutes et à valider certaines choses, valider ou invalider certaines choses. On fait des projections, on fait du retraitement projeté. On se dit que le cédant coûte 120K à l'année, eh bien c'est 120K qu'on va pouvoir retraiter au jour 1, sauf que si on veut mettre un directeur qui coûte 60 en face, il n'y aura plus que 60 à retraiter. Ça, les audits vont nous permettre aussi de calculer ces choses-là, de sortir
en fait, tous les cadavres du placard. C'est un coût qui est incompressible. Même négocier, je peux vous assurer qu'aller en dessous de 15 000, c'est possible, mais c'est quand même compliqué et c'est quand même une somme. C'est pas rien. Mais ça, c'est un chiffre qui est finançable, soit en direct ou finançable par le LBO. C'est-à-dire qu'on peut l'intégrer dans la dette senior qu'on va lever. Ce qu'il faut comprendre là-dedans, c'est que le sans argent, il n'existe pas. Il n'existe pas pour une raison simple, c'est que ceux qui sont autour de la table quand on discute financement, eh bien, sont des acteurs qui ont l'habitude de traiter ce genre d'affaires et qui ont l'habitude qu'il y ait de l'apport. Vous pouvez toujours essayer, mais je vous le déconseille si vous voulez aller vers un vrai partenariat avec vos banques. C'est très contre-intuitif parce que tout le monde se dit ah oui mais les banques. Je peux vous dire une chose, c'est que moi les banques elles m'ont enrichi en 25 ans beaucoup plus que j'aurais pu le faire tout seul. Et ça c'est une certitude, quel que soit le montant. Pour que les banques suivent les projets et financent les affaires et financent les deals, il faut absolument des audits. Si vous partez du principe que la banque est un ennemi, ça marchera pas. Il faut en faire un partenaire. Ils vont vous demander des choses. Il faut répondre présent à chaque entretien, répondre présent à chaque chose qu'ils demandent. Le sans argent, il marche pas. Et la force d'enrichissement du levier bancaire, c'est une force qui est gigantesque. Moi, en 25 ans, j'aurais jamais réussi à constituer un patrimoine comme j'ai maintenant si je n'avais pas eu les banques. Les banques ont été plus que des partenaires. Les banques m'ont permis de m'enrichir. C'est grâce aux banques si je me suis enrichi de la sorte. Parce que, eh bien, on trouve des bons projets, ils nous accompagnent dans ces projets, on a des audits qui sont fiables et on déboucle des affaires qui tiennent la route avec des projections bien qu'on échafaude. On se dit, ok, on va émettre une hypothèse, on va se dire que voilà, on va faire ça de chiffre d'affaires selon des bases fiables. Mais les banques nous suivent pour la bonne et simple raison, c'est qu'ils comprennent que notre enjeu c'est de faire en sorte que le partenariat subsiste. Si vous faites des banques des ennemis, je peux vous assurer une chose, c'est qu'arrivé à un certain seuil, vous arrêterez et vous irez pas plus loin. Comme nous, on n'a pas de limite en termes de quantité d'entreprises, en termes de valorisation, en termes même chiffrés en euros, je suis absolument incapable de vous dire maintenant si c'est fois 10, fois 100, fois 1000, fois 10 000, fois 100 000. Je peux pas vous dire parce que je le calcule pas comme ça. En revanche, ils vont nous suivre sur les projets dès l'instant où on sait leur apporter les éléments de réponse, apporter des réponses à leur questionnement, à leurs craintes, à leurs doutes. On sait répondre à ça. C'est comme constituer un dossier bancaire pour acheter de l'immobilier. Il faut répondre présent et dire, OK, vous comptez que 70% des loyers, eh bien, je le sais. Donc, voilà, on va pas tourner autour du pot. Vous le pratiquez, je le sais. Eh bien, on part de cette base-là. Eh bien, les audits, ils servent aussi à ça. Ils servent aussi à lever les inquiétudes ou lever les interrogations que les banques vont avoir dans le déroulé du financement. La banque est un élément clé dans la reprise de l'entreprise. Si la banque dit non, c'est pas contre vous. Et ça fait partie aussi des accords Toltec. On fait pas de suppositions, mais il y a une chose de sûre, c'est qu'on prend rien personnellement parce que c'est pas tourné contre nous. C'est juste que l'affaire doit pas se faire avec eux ou ne doit pas se faire avec nous. Et c'est aussi des garde-fous. L'audit est là pour faire ressortir des éléments, mais pas là pour décider de est-ce qu'on va sur l'affaire, est-ce qu'on va pas sur l'affaire. Alors que le financeur, lui, va dire ok, ça c'est finançable ou ça ne l'est pas du tout. Il va falloir réviser votre copie. C'est pas contre nous, c'est contre le dossier. C'est pas la même chose. Et ça c'est important parce que dans le schéma de on fait full crédit vendeur ou on rachète avec 0 €, eh bien le danger principal, selon moi, il est là. Le danger principal, il est si la banque suit pas, eh ben on va faire un full crédit vendeur, mais du coup, on peut bien acheter un sac d'os, on peut bien acheter un truc qui sera une bulle d'air, qui va rien rapporter du tout. La banque, elle financera si ça dégage de la marge, ou s'il projette qu'il y ait une marge qui puisse être dégagée de l'entreprise. Ça veut dire que, pour moi, selon moi, si la banque ne valide pas, c'est un sujet et c'est peut-être pas vers cette entreprise qu'il faut se tourner.
Alors, il y a une chose hyper importante dans la reprise d'entreprise, c'est que le faire à l'aveugle, au doigt mouillé, avec du capital ou sans capital dans les poches, en se disant je sais tout, je connais tout et je peux y aller sans l'aide de qui que ce soit, c'est juste hyper dangereux. C'est de la reprise d'entreprise version casino. Moi, je conseille pas du tout de faire ça. Je l'ai pas fait. L'absolue nécessité de se former, elle doit être évidente. Il faut se former pour ça. On doit être formé sur qu'est-ce qu'il faut dire, à qui il faut le dire, qu'est-ce qu'on doit demander, comment on le source, comment on le valide, comment on le finance. Toutes ces choses-là, vous allez les retrouver dans la semaine des repreneurs. On va apprendre à chercher une boîte, à trouver une entreprise, à l'étudier, à faire de l'analyse, des choses assez simples. Euh, Se lancer dans la reprise d'entreprise sans avoir un vrai plan d'action, c'est juste pas possible. Il n'y a pas un chef de guerre qui se lance dans la bataille sans avoir un vrai plan de bataille. Même si on sait qu'il va être modifié, qu'il va être bousculé, etc., il en faut un absolument. Ben, le plan de bataille, dans la semaine des repreneurs, on va vous le donner précisément, jour par jour, et vous allez avoir tout le détail. Du coup, n'hésitez pas à vous inscrire, c'est gratuit, ça dure une semaine, mais c'est une semaine qui peut changer des vies, vraiment. Ça peut vraiment changer la vie. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, et puis je vous dis à bientôt. Ciao.